Découvrons ensemble la seconde partie de l'interview de Kaouter Benamor. Nous abordons sans langue de bois la question suivante. Y a-t-il vraiment une différence entre les danseuses avec origine et sans origine orientale? Kaouter distingue avec une grande justesse la nature et la culture. Nous évoquons aussi la magie de la danse qui, envisagée avec travail et respect, peut permettre à une danseuse, à toutes les danseuses, de transporter un public. Nous parlons aussi d'appropriation culturelle ainsi que du mélange des cultures qui, selon Kaouter, est un processus naturel. Je la cite, l'art est libre, mais il doit être respectueux aussi. J'ai demandé à Kaouter d'où venait cette apparente confiance en soi qu'elle dégage dans sa danse. Est-elle innée ou acquise? Comment améliorer la confiance en soi? Nous abordons aussi son rapport à la maternité, le timing de sa grossesse. Quand on voyage autour du monde pour la danse, quelle place pour un enfant dans ce ventre qui travaille tant? Également un sujet qui revient souvent sous forme de questions sur les réseaux sociaux. Comment s'organiser quand on est maman et danseuse? J'ai posé quelques questions similaires à Yael Zarka dans le premier épisode du podcast. J'espère que ces différentes réponses sauront vous inspirer pour mieux envisager votre maternité. Bonne écoute! Je voulais aborder un autre sujet avec toi. Je voulais parler des danseuses avec ou sans origine orientale. Est-ce que toi, tu fais une différence en tant que spectatrice, d'abord, entre une danseuse, là on va parler des égyptiennes et toutes les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose chez les égyptiennes qui va plus te toucher que chez une autre danseuse? Ça dépend de quelle danse on parle aussi, c'est pareil. Après, je vais te dire, quand tu baignes dans une culture, c'est ta nature. Ouais. Et faire une différence entre ta nature et ta culture. Ta culture, c'est toi aussi qui la fabrique. Ta nature, c'est ce qu'on t'a déjà donné, en fait. La nature fait que ces personnes, ces danseuses égyptiennes dont on parle, elles sont nées là-bas, elles en ont bouffé, elles entendent, elles grandissent avec ça, ça fait partie d'elles. Et du coup, quand elles s'expriment, il n'y a pas de mimétisme. Ça fait partie d'elles. Donc, elles ont un ressenti qui leur est propre, qui est construit depuis plusieurs années, qui a enfoui plein de choses, des histoires, des émotions, etc. Donc, il y a quelque chose où elles sont très, très proches de ce qu'elles dansent parce que ça fait partie, en fait, de leur nature et de leur culture. Après, tout n'est pas bon non plus. C'est-à-dire que tu peux tomber sur une très mauvaise danseuse aussi en Égypte et j'en ai vu aussi que quand tu dis: «Waouh, techniquement, elle fait un peu n'importe quoi» ou je sais pas, tu vois? Donc tu ça dépend ce que tu vas voir comme spectacle et ce que tu attends. Mais tu vois Fifi Abdou, bah, tu la vois danser du baladi, bah c'est naturel en fait, tout respire en elle, Baladi. Elle, tu vas pas te dire: «Ah tiens, voilà, enfin ceci, cela», enfin tu vas pas discuter, c'est Baladi. Il y a rien à dire Ouais. et c'est tellement kiffant de le voir, tu vois? Des choses comme ça. Tu vas voir, Dina en spectacle, heu, son tarab, elle est magnifique. Enfin, elle a un ressenti de la musique, parole ou pas parole. Enfin, je veux dire, si t'as pas de la chair de poule quand tu la vois et pourtant tu peux être dans un cabaret quand elle danse, dans le cabaret du Samiramis. Enfin, je veux dire, pour dire l'endroit que tu pas obligé d'être dans un théâtre, peu importe où tu la vois, c'est magnifique. Et tu tout de suite prise dans le truc. Après, tu la mets en opposition avec quoi? Une danseuse non égyptienne? C'est ça en fait ta Alors, en fait, question? je vais faire un peu l'entonnoir. Après, je voulais te demander si tu vois une différence entre les danseuses nées en Occident, mais qui ont des origines orientales. Est-ce que, pardon, on va dire, sur la scène française, par exemple, tu vas avoir une danseuse française, qui n'a aucune Ouais. culture orientale, et une danseuse française avec une culture et une origine orientale. Est-ce que tu vois une différence? Franchement, avant de voyager, je pensais, je me dis: «Ouais, ça doit être plus facile ou enfin peut-être plus naturel pour, quelqu'un d'origine, orientale». Je pensais en fait ce côté-là. En voyageant après avec ma danse, genre
quand tu vas au fin fond du Japon, tu vas, je sais pas, en Chine ou des pays qui n'ont rien à voir comme Ouais. ça, ou je sais pas, des pays du Nord, et que tu vois des danseuses magnifiques, magnifiques, et qui te refilent quelque chose comme ça, tu te dis, mais la danse orientale, c'est vraiment magique quand même. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'exprimer et faire naître une émotion aux personnes qui sont assises en face. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, mais c'est vraiment une discipline ouverte à toute féminité, toute personne, tout le monde peut s'y exprimer. Après, tu vas avoir peut-être différents styles ou écoles qui ont peut-être plus une, euh, une touche propre à eux. Par exemple, tu sais que quand tu vas aller voir une danseuse de l'Est, ukrainienne ou russe ou peu importe, enfin, de ce côté-là, tu sais que ça va être super Mm. technique parce que c'est leur truc. Elles sont élevées comme ça, dans la performance. Elles ont une rigueur de discipline et de travail énorme. Donc, leurs arabesques, elles sont pas à moitié faites, tu vois. C'est des arabesques avec 20 ans de travail ou vraiment des formations de classiques, leurs tours, etc. Et c'est impressionnant à voir sur scène. Et là, ça force le respect. Tu vois ça, tu dis waouh! Donc, tout ce côté-là, en fait, où tu vas aller en Argentine et tu vas voir tout leur côté latino qui va ressortir, en fait, aussi. Il y a, il y a quelque chose qui se développe dans chaque pays et qui est beau dans la danse. Tu leur dis, ça apporte quelque chose, ça apporte un goût qui est propre à eux et ça me touche. Et je trouve ça beau, tu vois. Après, c'est savoir, toi, ce qui te touche le plus. Donc, en voyant une danseuse égyptienne, tu sais que tu vas avoir ci ou ça, ou peut-être pas. Une danseuse d'origine orientale, ça veut dire quoi? Parce que aujourd'hui, tu vas en cours, des fois, tu dis, bon, tiens, je sais pas, t'as trois filles, trois d'origine maghrébine qui t'appellent et qui te disent, oui, bon, ou alors même des origines égyptiennes, hein, qui te disent, oui, bon, mais moi, je veux venir en avancée parce que je connais déjà, je suis déjà d'origine. Donc, à chaque fois, tu es obligé de te battre. Ouais. Oui, mais bon, si vous avez jamais étudié, c'est mieux de venir en débutant. Donc, il y en a qui t'écoutent, il y en a qui t'écoutent pas. Et c'est toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire que je m'excuse de le dire, mais à un moment donné, il faut dire la vérité, hein. Mais elles arrivent en avancée, elles ne suivent absolument rien. Et elle se rend compte qu'à côté de Jacqueline ou Pauline, après, moi, j'ai de tout dans mon cours, hein. J'ai des latinos, j'ai des arabes, j'ai des françaises, j'ai des espagnols, j'ai des grecs, enfin, il y a tout. Et c'est ça qui est formidable. Et tu te dis, la fille, elle se regarde, elle se dit, ah ouais, tiens, l'autre qui n'a rien à voir, elle sait faire ça. Et là, en fait, soit à la fin du cours, elle vient, elle te dit, ah ouais, vous aviez raison. Bon, j'ai compris qu'en fait, c'était plus que ce que je n'imaginais que danser chez le mariage de ma cousine, là, ou dans les endroits festifs du bled. Je vais venir aux débutants. Parce qu'elle a vraiment envie, la fille, elle a compris, elle s'est remise en question. Et puis, tu as un tiers qui sont vexés comme un pou et qui se disent, ouais, tiens, je me casse, elle m'a pas vu, puis je sais pas comment elles le vivent. Mais peut-être il y a moins de ça aujourd'hui, mais chaque rentrée, c'est toujours, j'ai dû recevoir une quinzaine d'appels comme ça. Et 10 qui sont restés, qui sont partis en débutant, et peut-être 5 qui en font encore un peu à leur tête, quoi. Mais qui ont compris, qui ont vu que c'était pas inné. Donc c'est pas parce que tu es d'origine orientale que tu sais, Mm. c'est pas possible. Mm. C'est pareil dans notre discipline. J'ai une copine espagnole, oui, tiens, tu peux me danser un flamenco? Ah bah non, elle saura pas, tu vois. Donc c'est ça. Après, tu es peut-être plus préparé si ça fait partie de ta nature, culture, ce que je disais tout à l'heure, comment tu as été nourri, c'est plus proche de toi. Donc il y a plus de graines qui a été mise dedans. Ça s'est rattaché à des souvenirs festifs, des souvenirs de famille ou autre chose. Donc il y a plus d'ancrage dans cette culture et c'est peut-être plus facile et plus naturel. Une fille peut-être qui est non orientale, bah, il va y avoir plus de travail, je pense, Elle part de si elle veut. zéro, en général. Ouais, Elle part de voilà, en zéro. fait. Je pense qu'elle aura plus de travail. Mais aussi, enfin, moi, regarde, je suis d'origine tunisienne et j'ai bossé aussi comme une malade. Mais je veux dire, peut-être que elle,
Tu vois, moi, quand je prépare mes semi-pros à faire leur propre solo et tout, quand elles choisissent un vocal ou un grand répertoire, je dis, ouais, c'est impossible que tu me présentes ça sans avoir traduit les paroles, étudié les mots, hop, hop, hop. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un travail à faire pour pouvoir comprendre ce que tu danses et comme ça, toi, donner un ressenti, un univers de ce que tu as entendu, ce que tu as compris. Et là, tu pourras te démarquer de un tel ou un tel et de moi-même. Parce que moi, mon but, c'est pas de créer des clones, c'est de révéler des personnalités, en fait, qu'elles puissent s'exprimer elles-mêmes. Donc, il y a un travail perso à faire et il est peut-être plus ou moins important selon, en fait, tes origines. Après, l'artistique n'a aucune règle. Le potentiel de tout à chacun n'est jamais le même. Et c'est comme ça, hein, c'est au bonheur la chance. T'as une fille, elle peut faire 10 ans de danse et ça donne qu'un truc académique, voilà. Et t'as une fille en 2 ans qui a compris plein de trucs et il y a déjà une base qui est tellement prête déjà à naître que t'as pas grand-chose à faire, quoi. Oui, après peut-être, c'est vrai que alors peut-être moins la génération actuelle, mais peut-être ta génération, peut-être il y a des parents qui voilà, qui montrent des films égyptiens à la maison, qui écoutent Kelsoum, qui écoutent de la musique. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit, comme tu dis, des graines qui ont été semées, qui comptent, je pense, dans la danse aussi, qui sont visibles dans la danse. Ouais, mais même une fille d'aujourd'hui, une fille qui a 20 piges aujourd'hui, je veux dire, nous, on n'avait pas Ouais, YouTube. non, c'est vrai. Toi, tu es obligé d'attendre, je sais pas combien de temps pour avoir une cassette VHS ou après un DVD. Elle va dans YouTube, elle a tout, Ouais, quoi. c'est vrai. Je veux dire, c'est super facile aujourd'hui. Et du coup, il y a les pour et les moins. C'est-à-dire que c'est tout et n'importe quoi. YouTube, ça peut être une poubelle, les réseaux sociaux, ça peut être une poubelle, et en même temps, trouver plein de choses intéressantes. Après, c'est pareil, c'est comment tu l'utilises, ce que tu vas chercher, combien de temps tu y passes. Donc, elles ont quand même accès à beaucoup plus de choses que nous. Par exemple, toi, tu connaissais que le nom du prof, tu savais absolument pas, ouais, le genre d'atelier auquel tu vas aller te préparer, étudier. Et aujourd'hui, il tape le nom. Ah ouais, tiens, il a déjà fait ce truc. Ah ouais, tiens, il est là. Il voyait à peu près tout. Et des fois, ça tue même l'envie d'aller bosser en studio avec le prof. Tu as des Ouais. personnes de la nouvelle génération qui passent leur temps sur YouTube à dire, ah non, mais mon prof, moi, je regarde les vidéos, c'est bon, quoi. Ouais. Je dis, ah bon? Enfin, moi, c'est bizarre, mais bon. Mais tu vois, tu as des côtés positifs et des côtés aussi. Ouais, c'est faut faire la part des choses, quoi. Je voulais parler avec toi aussi de l'appropriation culturelle. Ton point de vue m'intéresse vraiment. Petit rappel, l'appropriation culturelle, c'est comment dire, quand une culture, qu'on va dire dominante dans un rapport de force, utilise quelque chose, une culture qu'on va appeler dominée dans un rapport de force, et en fait quelque chose souvent de mercantile, quoi. On fait quelque chose et se fait de l'argent un peu sur le dos de la culture dominée. Récemment, il y a eu un truc. Bon, j'habite en Suisse. Récemment, il y a eu un truc en Suisse. Il y a eu un groupe de reggae qui jouait dans un festival et c'était tous des blancs. Ouais. Et le concert a été interrompu. En fait, il y a eu des plaintes parce qu'on les accusait d'appropriation culturelle. Et finalement, dans la danse, on est beaucoup de filles pas d'origine qui on aime à fond cette culture et cette danse et on en fait souvent on en fait aussi un business ou un travail, quoi. Avec une bonne intention à la base, mais on peut aussi nous accuser d'appropriation culturelle. Je veux bien ton point de vue sur la question. Bah, ça dépend de quoi on parle exactement. Parce que c'est trop vaste. Enfin, le sujet, déjà, il est épineux, je crois. Ouais, c'est vrai. Mais ça dépend exactement ce dont on parle. Parce qu'il faut peut-être faire la différence entre appropriation culturelle et appréciation culturelle. C'est-à-dire, j'aime tellement cette culture, elle m'appelle, et bah tiens, je vais m'en approcher Mm. et l'exercer, exercer ce dont on parle. Donc là, par exemple, toi, tu parlais de cette musique, du reggae. Il me semble que Serge Gainsbourg a sorti l'un de ses plus beaux albums avec des musiciens de Jamaïque, mais qu'il a été là-bas. Donc là, il s'est renseigné, il a été avec ces gens-là.
Tu vois, je veux dire, il y a une démarche, il y a un travail quand même. Donc toi, si c'est juste prendre ton truc, le copier-coller, et cetera, bon là, c'est chaud, tu vois? Mmh. Donc l'appropriation culturelle, c'est où qu'elle commence et où qu'elle termine. Après, en fait, tu te sens appelé par une culture et que tu veux t'y exprimer, apprendre, etc. et tout, euh, il y a un travail à faire aussi, je pense. Parce que si c'est prendre le travail déjà existant de quelqu'un, une identité, et de te l'approprier dans le sens, bon, on va parler de ce qui nous concerne, donc la danse orientale, et de te dire, ouais, bon, bah tiens, parce qu'en fait, je vois à peu près ce dont tu parles, c'est que là, par exemple, il y a tout qui passe de vidéos. Sur YouTube, genre soit tous les danses traditionnelles du nord du Maghreb, soit les danses traditionnelles d'Irak qui deviennent des compétitions de danse irakienne dans les pays de l'Est, et on voit tout et n'importe quoi en fait. Donc après, toi, si tu aimes quelque chose, bah tu l'étudies d'abord. Mmh. D'où ça vient, c'est qui, c'est quoi, le morceau que tu utilises, les tenues. Et après, en fait, un métissage culturel, c'est dans le cycle de la vie. Les gens se Tout à fait. rencontrent, s'échangent, s'inspirent les uns des autres. C'est tout à fait naturel et c'est comme ça que la culture aussi avance. Donc, sinon, bah, elle meurt. Soit ou sinon, tu restes un peu autochtone dans ton coin et à rester entre soi, quoi. Mais normalement, ça voyage et la danse orientale, c'est l'illustration parfaite de ça. Parce qu'on ne sait pas d'où exactement elle a commencé, la route de la soie avec des mouvements indiens, de ceci, de subsahariens. Il y a trop de choses à l'intérieur. Donc il y a bien eu des moments d'échange qui se sont faits. Et c'est tout à fait naturel et c'est ce qui est enrichissant. Après, de prendre quelque chose et de le balancer comme ça, de pas savoir ce que tu danses, pas savoir comment tu t'habilles, faire tout et n'importe quoi, ne pas citer tes sources, ne pas citer si tu as une chorégraphie déjà existante ou de l'avoir un peu transformée, que ce soit de la danse iraki ou des danses maghrébines, bah, c'est grave quand même. C'est manquer de respect à ces personnes, à cette culture. Donc, et là, par rapport à la danse orientale pure de Tarki, je pense que là, ce qu'on voit, c'est que tout le monde a les mêmes codes. On sait les musiques qu'on utilise, d'où elles viennent exactement, on va dire les codes vestimentaires de cette discipline. Et après, chacun fait sa sauce aussi. Sinon, bah, tu t'exprimes pas. Tout à fait. Tu t'es fermé dans un carcan. Enfin, je veux dire, l'art est libre, mais il doit être respectueux aussi. Donc, oui, c'est citer ses sources, étudier ce que l'on prend, euh, et le rendre mieux. Et le métissage est l'avenir de ce qui nous attend tous et ce qui est très naturel. Mais après, oui, c'est ça, le dominant-dominé dont tu parles, c'est très dangereux. Donc, c'est un sujet épineux, mais à mon avis, c'est toujours partir du bon sens. C'est savoir ce que tu utilises. Est-ce que tu l'utilises ou est-ce que tu le voles ou est-ce que tu le maltraites? De mélanger, par exemple, moi, un morceau de charqui avec un morceau de tunisien et appeler ça, ouais, je sais pas trop quoi, et faire tout n'importe quoi, bah, je le ferais pas peut-être, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est manquer de respect à ces personnes-là, ces cultures. Fais le bien quand même, tu vois. Tu le prends, mais tu le fais bien, quoi. Ouais. Comme tu dis, c'est un sujet Je sais pas épineux si et je pense qu'il s'applique au cas par cas. Je pense qu'il s'applique au cas par cas. On peut pas généraliser sur la question parce que c'est vraiment selon tel artiste comment il fait les choses et ce qu'il y a derrière en fait, surtout. non, mais c'est savoir dans quelle situation tu utilises cette expression-là, appropriation culturelle. Il y a beaucoup de choses dedans, tu vois. Parce qu'appropriation, c'est il y a propriété. Ça veut dire c'est tu as pris quelque chose à quelqu'un. C'est ça dont on parle, non? Ouais. C'est de le prendre qui n'est pas à toi, mais tu peux emprunter, t'inspirer dans le respect des choses, connaître ce que tu utilises et rendre ta propre sauce, mais ou alors c'est d'utiliser à ton propre, de ta propre manière, sans aucun respect ni rien du tout, et mettre tout n'importe quoi et te faire de l'argent. Ouais, là, je pense que c'est grave. Mais je pense que l'art, de toute façon, tout le monde s'inspire de tout le monde.
il y a des échanges qui se font et heureusement. Et après, c'est tout dans le respect. Et surtout que, je t'ai dit, il y a toujours un travail en amont, savoir ce qu'on utilise, d'où ça vient, qui, que, quoi, dont, où, quoi. Tout à fait. Au-delà de l'aspect théâtral, tu dégages dans ta danse une certaine confiance en soi. D'où vient cette confiance? Merci. Ah, la confiance en soi? Je pense que la confiance en soi, tu n'es pas avec, hein. Je pense que c'est l'expérience et le travail. C'est les 2 choses qui te permettent à un moment donné d'être plus à l'aise. Ouais. Heu, Parce que, bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, je suis derrière le rideau, je stresse, hein, comme tout le monde, hein. Mais ce qui va te préparer à avoir une meilleure confiance en toi, en ton travail, c'est déjà que tu sais que tu as bossé. Le fait est que tu as vraiment bossé et que tu connais ce que tu fais. Donc du coup, déjà, tu as une aisance, tu es plus reposé. Après, de multiplier les expériences et les expériences et les expériences fait que tu as pris de la bouteille et ça devient moins stressant, tu vois. Mais tout ça, c'est un long processus. C'est le travail en amont que tu mets dans tes créations, dans ta pratique, dans tes déplacements avec les gens, de rencontrer des personnes, de t'ouvrir en fait, d'être dans l'échange et après toute la mise en pratique, de cumuler les expériences. Tu n'auras pas la même confiance en toi, je pense, en 5 années de tes débuts qu'après presque 20 ans de carrière. Normalement, hein. Mais tu vois, faut en manger quoi. Faut vraiment bouffer. C'est multiplier les scènes, multiplier les interventions, etc. Multiplier les séances de travail. Euh, c'est tout ça en fait qui va te solidifier. Ça va être les échecs. Les échecs, c'est super dur à vivre, mais waouh, quand tu remontes en fait, quand tu te dis non, non, je vais y retourner, je vais retourner au charbon, bah, tu reviens plus fort normalement parce que tu as pas du tout envie de refaire la même chose où tu t'es planté. Donc tu te remets en question et tu dis bon bah ça en fait ça marche pas, il y a rien à faire, il faut que je trouve un moyen d'améliorer cette partie, ceci, cela. Et des fois en fait tu peux travailler 1 an sur une choré par exemple, euh, la présenter la première fois ça marche pas du tout, la deuxième fois un peu mieux, et là, tu dis, non, il y a des choses à remanier, il y a des choses à refaire, et que tu vas bosser, peut-être la troisième, bam, bah, c'est là où ça marche, parce que tu t'es mise au travail, quoi. Est-ce que tu as toujours voulu être danseuse? Non, j'ai jamais choisi au début d'être danseuse. J'y allais par le pur plaisir d'entendre de la musique, m'amuser. Et après, en fait, ça a été très addictif à partir du moment où j'ai senti où j'avais mes préférences, c'est-à-dire ben, les choses très aériennes, euh, très classiques. Il y a ce côté-là en fait où le grand répertoire, découvrir tout ça, puis découvrir qu'en vérité, il y avait encore, tu commences avec un prof, deux profs, et tu dis, ouais, et t'as encore à apprendre, et il y a l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, tu peux découvrir plein de choses. Et en fait, t'es pris dans ce fil, et c'est là qu'à un moment donné, en fait, tu le vois pas, mais t'es à fond dedans, et en fait, une chose amène l'autre. Tiens, tu vas faire une scène, et puis en fait, t'as tout de suite envie, tiens, on te propose ça, bah, t'es prête et tu bosses cette chose-là, et puis les choses se mettent en place sans même que tu sois consciente de ce qui se passe. Et après, à partir du moment où après, tu es vraiment consciente, et c'est là, en fait, après, de te dire, ouais, là, soit tu mets les 2 pieds dedans et t'avances vraiment. C'est quoi être vraiment danseuse? C'est un peu plus de taf que juste aimer danser et bricoler des chorés ou d'aimer une musique, quoi. Il y a un vrai taf derrière, et c'est ce moment, cette période charnière qui te fait basculer dans le monde du travail pur. Là où en fait il faut se mettre au travail, il faut beaucoup suer quand même pour être, être danseur, danseuse Tout à orientale, fait, je parle de ce que je connais. Il y a pas mal de taf, hein. tout à fait. La deuxième partie, le deuxième thème du jour, c'est la maternité. Est-ce que tu as toujours voulu être maman?
Oui, bien sûr. En fait, de toute façon, en plus, on est élevé dans ce sens-là, je pense. On te dit toujours: «Oui, tu seras maman. Quand tu seras maman, tu verras et tout». Enfin, la société fait que, c'est le cheminement naturel pour une femme. Heu, ou du moins, il y a quelques années. Là, ça commence à changer, mais parce que les langues se délient, celles qui ne veulent vraiment pas avoir d'enfants le disent, heu, plus aisément aujourd'hui. Mais c'était quelque chose dans lequel j'étais élevée, puis que j'avais envie. Après, une fois que tu es, dans un mouvement de travail, c'est ta fille? Oui, je mets une couche pendant que je t'écoute. Donc attends, j'en étais où du coup? Qu'on est élevé dans ce sens. Ah ouais, ouais, voilà, on est élevé dans ce sens et tout. Et puis, à un moment donné, bah, tu as tes propres envies qui naissent ou pas. Et après, je pense que ça dépend, de rencontrer la personne aussi qui fait naître aussi ce sentiment. Parce que c'est bien beau de vouloir des enfants, mais encore faut-il avoir la bonne personne aussi. Et je pense que c'est plein de choses qui s'embriquent. Après, c'est propre à tout à chacune. Mais oui, donc il y a eu quelques années où là, je me suis dit: «Ouais, c'est, c'est la personne, qui me fait sentir cette envie plus forte que tout, que je suis prête, heu et être prête pour l'être, demande aussi des sacrifices, hein. Parce que du coup, bah, quand tu deviens maman, bah, tout change, hein. Mais tout change de A à Z. Le fait d'être danseuse de métier a-t-il influé sur le timing de ta grossesse? Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, déjà, quand tu travailles très fort, c'est-à-dire que, enfin, ta carrière marche, et à un moment donné, j'étais beaucoup dans les avions, beaucoup dans les hôtels, je connaissais les aéroports par cœur, je passais plus de temps dans les nuits d'hôtel que dans mon propre appartement à Paris. Ouf, c'est passionnant, hein, mais c'est super fatigant. Et pour ta vie privée, ça doit être, très dur à vivre pour les gens qui sont, proches de toi, en fait. Et ça, je pense que toutes les danseuses se reconnaîtront. Donc c'est pas être artiste, c'est pas, le côté le plus facile pour, créer une vie de famille, en fait. Et après donc, le fait est que la danse, c'est ton corps et ton instrument de travail. Donc, il faut pouvoir aussi accepter que cet instrument, bah, à un moment donné, il va être off parce qu'il va être en train de créer autre chose et c'est une vie humaine dont on parle. Donc, c'est à toi de mettre tes priorités. Et, et j'ai été très épanouie de les avoir après, avoir vraiment bien lancé ma carrière, avoir bien une carrière bien fournie, de plus à rien, on a toujours quelque chose à prouver, mais je veux dire d'être bien avec, les envies que j'ai eues dans ce métier. Heu, J'étais tranquille. À ce moment-là, j'étais apaisée, je me dis: «Ouais», et c'est arrivé, naturellement, en fait. C'est pas planifié comme ça, mais j'étais prête, je me sentais très, très bien. Mais ouais, être artiste et mère, c'est beaucoup de travail. As-tu eu peur du bouleversement corporel, qu'entraîne la grossesse pendant, mais surtout après la grossesse? Pendant, au début, ça allait. Je pense que c'est tout le monde, c'est vers la fin de la grossesse quand là, tu peux presque plus bouger, 9e mois, tu es vraiment énorme. Tu te dis: «Mais c'est pas possible». Mais je suis transformée et puis moi perso, j'avais pris 20 kilos donc c'est énorme. Même si on me dit: «Oui, mais tu es très grande, ça se voit pas qu'une fille petite», mais je les sentais les 20 kilos. Et personnellement, moi, j'ai continué la danse, genre, jusqu'à la veille de l'accouchement, Ah oui, quoi. jusqu'au bout. Donc la s ouais, tu vois? Donc la scène, je l'avais arrêtée à 6 mois. Le dernier spectacle que j'avais fait, c'était en Malaisie, et sur le retour là du vol Emirates, j'ai bien senti que je me suis dit: «Ah ouais, non, là, c'est fini, hein». Je j'ai enchaîné, je crois, Suisse, Chine, Malaisie ou je sais plus trop quoi, et là, je me suis dit: «Ah non, je suis trop fatiguée». Enfin, Mmh. pas je suis fatiguée, mais dans le sens, ouais, il faut que j'en profite, et là, c'est trop. Et de continuer que les cours. Mais les cours aussi, c'est aussi beaucoup de travail, et là, après, c'est de l'organisation, avec, mes assistantes. Et du coup, bah, ton corps, oui, il est changé, mais je pense que le postpartum, il est
plus peut-être difficile que la partie grossesse, je pense. Parce qu'il y a tout à remettre en place, être patient, euh, être tolérant avec son corps. Et en même temps, tu as un petit être qui te demande plein d'attention, Mm. d'être là. Donc tu peux plus ne penser qu'à toi. T'as pas le temps en vérité. Donc il faut beaucoup de patience et être tolérant avec soi-même et dire ouais bon, il faut accepter que ce corps, il a donné une partie de toute sa force à cet être et qu'il prenne du temps pour se réparer parce que c'est la vraie chose de remettre tous les organes en place et tout ça, machin et tout, retrouver son souffle, son circuit veineux, enfin il y a plein de choses en vérité. Et ça, tu le sens petit à petit revenir, se remettre en place. Il faut bien 6 mois, hein, je pense, pour te ressentir d'aplomb. Vraiment, moi quand j'ai repris la danse, j'ai repris après 13 jours, je crois, le premier accouchement. Je veux dire, je dansais tout doucement, hein, je dansais pas pareil que... Mais petit à petit, chaque semaine, je voyais la différence en fait. La première fois que j'ai fait une arabesque, j'ai pas beaucoup décollé, hein, mais je vais dire, tu vois, je faisais plus des choses un peu terriennes, un peu douces, mais après, quand tu retrouves tes muscles, etc., enfin, ta souplesse, tes choses, ton souffle, ton cardio, ça fait plaisir. Mais ça met du temps à se mettre en place. Mais après, voilà, ton corps, en fait, il a fabriqué un être humain. Qu'est-ce que tu veux C'est lui sûr. prendre la tête après? Est-ce que tu as eu beaucoup de remarques sur ton corps postpartum? Remarques positives comme négatives et surtout d'une manière générale, est-ce que tu trouves que les gens se permettent plus de commentaires à voix haute sur le corps des danseuses? Moi, j'ai eu franchement pas mal de choses positives dans le sens que, comme je t'ai dit, j'ai dansé jusqu'à la veille d'accouchement. Mes élèves, elles étaient super adorables avec moi. Les assistantes, elles étaient, enfin, j'étais bichonnée et en fait, elles avaient toujours le côté, waouh, mais Kauter, comment tu fais pour danser jusqu'à encore là? Enfin, nous, on est crevés à la fin de la séance et toi, t'es encore en train d'enchaîner le deuxième cours derrière. Non, t'es super belle, t'as quelque chose sur le visage. En plus, bon, moi, je le vivais bien d'être... après, chacun comment vit sa grossesse aussi, hein. Je veux dire, tout le monde n'a pas la même disposition. Puis si t'es aussi aidé par ton partenaire aussi, donc il était super attentionné, donc ça t'aide à être mieux aussi, hein. Mais non, moi, franchement, j'ai été assez bien bichonnée. Sur le postpartum, c'était plus moi qui avais un regard sur moi-même très dur, très D'accord. difficile, dans le sens qu'il y a un spectacle qui est tombé juste après. C'est, je crois, bah, c'est le gala de fin d'année des élèves où je devais danser. Et là, je leur disais, ouais, mais en fait, je devrais pas danser, hein, laisse tomber comment je suis. Enfin, puis là, c'est pour vous et tout. Et elle disait, mais non, et tout, tu danses avec nous et tout. Pas fait, genre, elles étaient là à fond et tout, mais tu te vois complètement déformée. Elle, tu ne l'es pas du tout. Enfin, et en fait, que j'ai sauté le pas et ça a donné des moments magnifiques. J'ai deux, trois vidéos où je danse enceinte, dont une choré un peu improvisée, The Sound of Silence, sur du oud, et que les gens ont adoré. Alors que moi, genre, je voyais que mes bourrelets et tout ça. Machin. Ils disent, ouais, il y a quelque chose de spécial, tu vois. Puis bon, après, moi, sur scène, j'ai oublié, en fait, tu vois, je suis partie dans ma musique. Mm. Et c'est des moments inoubliables. Donc en fait, je les remercie de m'avoir poussée à être avec elle et de pas m'être cachée avec tous les kilos de grossesse, le lait dans les seins et tout ça qui déborde. Enfin, tu vois. Devenir mère a-t-il changé quelque chose en toi? Est-ce qu'il y a un nouveau trait de caractère qui est apparu? Oui, ouais, même si tu le vois pas tout de suite, mais je suis beaucoup plus patiente. Déjà que je le suis normalement quand même, mais ça te développe un sens, la patience avec les enfants, c'est obligatoire, sinon de toute façon tu t'en sors pas. L'organisation, avant j'étais un peu, voilà, moi je suis un peu hippie dans l'âme, donc en fait je suis un peu comme ça, tu vois. Mais là, d'être super rigoureux sur l'organisation, j'ai plus de temps à perdre en fait. Je me permets pas de
de perdre du temps avec soit des choses qui me sont nuisibles ou des je vais droit au but, je fais vite le ménage de ce qui ne m'intéresse plus, donc tout ça, ouais, je le dois, au côté d'être, maman et je pense aussi être hem, plus tolérante, envers, les gens que je rencontre, les gens qui m'entourent, les gens avec qui je travaille. Hem, je sais pas, moi, il y a quelque chose, en fait, le fait de découvrir, le monde à travers, l'œil d'un nouveau-né, te change à jamais. C'est un truc, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour, vraiment le comprendre. Même si au début on te dit: «Ah, tu verras» ou ceci, ou chacun te dit un truc différent. Après, il y a que toi avec ta propre réalité, mais ouais, j'ai l'impression des fois d'être passée comme, tu sais, «Et vous êtes entrés dans la quatrième Mmh. dimension». Bah, c'est ça. Il y a ce côté-là où tu es dans le même monde, mais il y a un truc un peu Et différent. tu n'en sortiras jamais. Il n'en sortira jamais. Bah, je suis contente, hein, mais bon, il y a des fois, ouf, 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 quoi. Pour quel mode de garde as-tu opté avant l'école? Je pose la question du mode de garde pour savoir quand est-ce que tu prépares tes cours, tes chorégraphies? Comment tu t'organises? Bah, après ça dépend donc si vous avez la chance d'avoir, votre mari ou partenaire ou concubin, enfin peu importe, l'autre parent de votre enfant qui est dispo, quand vous ne l'êtes pas, ça c'est très, très bien. Après, mêler ça avec moi, j'ai adoré, avoir la crèche, à côté de chez moi, même si je la mettais pas, ni de longues heures, ni tous les jours, mais de m'octroyer, mon temps à moi. Même si des fois j'avais pas ni de répète ou de travail et cetera. Juste me retrouver avec Mmh. soi-même, heu, juste après, je pense que c'est important et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à m'organiser pour pouvoir travailler. Après aussi, de trouver une bonne nounou parce que bon, la crèche, c'est pas tout. Quand tu travailles donc le soir, la nuit et que, ton partenaire aussi, ton mari travaille aussi le soir, bah, il faut une solution donc avoir, une, nounou aussi, ça m'a beaucoup, aidée et c'est comme ça, en fait, je fais différentes choses. Après, si tu as ta famille à côté aussi, mais après avoir une bonne crèche, moi, franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses et pour mon enfant aussi, il apprend des choses que voilà, la collectivité, puis il y a plein de petits ateliers. Si tu vois que ton enfant il est épanoui, ton bébé il est épanoui, c'est que voilà, tout se passe bien. Mmh. Puis tu apprends aussi beaucoup des agents, des puéricultrices. Elles sont formées pour, donc des fois elles te donnent plein d'astuces, des trucs qui te font gagner du temps, qui t'arrangent. Elles, c'est leur métier, quoi. Et voilà comment je me suis, arrangée, mais je passe pas mal de temps avec mes enfants, ouais. Et quand tu voyages pour le travail, comment ça se Et quand passe? je voyage, c'est la même chose. C'est soit en fait, heu, le papa à la maison qui va arranger son emploi du temps, soit faire appel à la famille, c'est comme ça de toute façon. Ou alors, c'est d'accepter, je t'ai dit, les choses qui vraiment te tiennent à cœur. Si tu es absente, faut que tu sois absente pour quelque chose qui vale vraiment le coup, quoi. Le fait d'être mère t'a-t-il inspirée pour la danse? Tu as peut-être meilleur lâcher prise, je pense. Dans le sens que le jugement des autres, il est moins douloureux, en fait, où tu le prends où tu en as moins peur parce que tu es passé derrière tellement de choses, tu sais? D'ouvrir ton corps, de laisser un être en sortir, accoucher, déjà, accouchement, c'est un truc de malade. Une telle souffrance, faut dire la vérité quand même, ça fait très, très mal. Heu, mais ouais, en fait, moi, je crois qu'il y a un lâcher prise un peu plus, naturel qui arrive un peu plus vite. Et après, des fois, ouais, tu as plus envie, bah, de te lâcher ou de donner parce que, bah, tu as pris sur toi beaucoup parce que après peut-être des fois que tu es un peu plus fatigué, il faut dire la vérité sur des moments. Tu sens que tu as besoin d'un peu plus de repos ou, parce que, ton bébé, il fait ses dents la nuit, tu t'es réveillé 10 fois ou j'en sais pas moi. Mais je pense que c'est le lâcher prise qui m'impressionne le plus.
Le métier de danseuse est très auto-centré. On crée, on répète devant son miroir, on publie ses photos, enfin, on est avec nous-mêmes en permanence. Et la maternité, tu l'as dit, c'est tout l'inverse. On se consacre à un autre être humain. Ce grand écart a-t-il été compliqué ou plutôt salvateur pour toi? De sortir un peu de toi-même et de ton image. Oui, sûrement, je suis. Enfin, peut-être tous les métiers artistiques, il y a un côté égocentrique ou égoïste, on peut dire ça, peut-être. Mais oui, de toute façon, dans les faits, tu penses à autrui plus que toi. Donc, même si toi, tu le sais pas, tu as déjà changé, en fait. Tu as déjà changé. Parce que tu n'es plus il n'y a plus que toi. C'est plus que toi la priorité. C'est tes enfants, si tu as encore la chance, c'est, ton mec à la maison, le papa et tout ça, faire manger tout le monde, que tout le monde soit au chaud, que tout le monde mange bien, tout le monde soit propre. Donc tu as des trucs qui tournent dans la tête quand même. Là, la charge mentale, Elle est terrible. ouf, Ouais. elle est terrible. Donc du coup, ouais, tu as peut-être un peu moins de temps. Je me maquille beaucoup plus vite aujourd'hui, tu vois? Je fais ma toilette beaucoup plus vite, je m'habille beaucoup plus vite. Je suis invitée à une soirée, je m'habille en 10 minutes. Là, c'est plus: «Oh tiens, ceci, cela et tout». Tu vois? Je vais vite en fait. Hop, 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 parce que j'ai pas que moi à penser. Et quand tu es toute seule, tu as envoyé tes bébés ailleurs, à la famille et tout. Oh quel kiff! Oh, ton bain il dure 1 heure, tes soins du visage ils durent 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas bien retrouver ce côté où tu t'occupes de toi et ça fait du bien et c'est important parce que mine de rien, les enfants, enfin, du mien, moi je sens, quand ils retrouvent leur maman épanouie ou leur papa épanoui, bah ils sont plus heureux, Bien hein. sûr, bien sûr. Le podcast s'appelle Danse mon amour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à la danse? Bah je t'aime. C'est vrai, danse mon amour, bah déjà tu l'as très bien choisi, c'est très très beau. Il y a un double sens dans ton appellation et ouais, la danse, elle a été ma partenaire, depuis tellement d'années. Elle m'a ouvert tellement de portes, elle m'a appris tellement de choses, waouh! Ah ouais, franchement, je pense et j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais merci la danse. Je t'aime mon amour. Eh bien, Kauter, merci beaucoup pour ce beau Merci à moment toi de Delia, partage. avec plaisir. Et puis à très bientôt.